Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. Une journée, une soirée que je n'oublierai probablement jamais de toute ma vie. Vous m'entendez bien là? Sans problème? Waouh! Partagez cette place aujourd'hui avec ces personnes qui m'ont précédé pour moi est particulièrement saisissant parce que vous le découvrirez pourquoi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Et j'espère que chacun d'entre nous en tirera quelque chose. En 1981, une femme africaine, une entrepreneure, courageuse, battante, travailleuse, s'apprêtait à aller faire le tour de ses entreprises. Une entreprise, donc, petite de commerce. Elle était très enceinte, 5 mois de grossesse, prête à partir dans sa VW ou Volkswagen, la petite coccinelle, pour ceux qui connaissent. Qui connaît la coccinelle, Volkswagen? Voilà. Donc à l'époque, c'était une voiture de luxe. Okay? Elle prit sa voiture et se dirigeait vers ses entreprises pour faire le check-in, pour voir un peu ce qui se passait, ne sachant pas que ce jour-là serait le jour qui changerait sa vie pour toujours. À l'arrivée au coin de la rue, elle rencontra un gros camion qui la percuta, écrasa sa voiture complètement. Elle à l'intérieur. Elle avait brisé plusieurs os, entaillé de partout, saigné comme rien au monde. Cette femme, c'est ma mère. Envoyée à l'hôpital, il fallait faire un avortement. 5 mois de grossesse, on ne pouvait pas faire grand-chose. C'était le moment le plus obscur de sa vie. Et à côté d'elle, il y avait mon père, Mwekassa, qui n'avait pas cessé d'être la personne qu'il fallait auprès d'elle, malgré tout ce que le monde pouvait dire. Vous savez, beaucoup attendent que vous tombiez pour se lever. Et beaucoup voulaient que Mwekassa arrête d'être l'infirmier de cette femme, qui apparemment était insolente par son orgueil, par sa réussite à l'époque. Il était resté à ses côtés, contre vents et marées. Ma mère était déclarée infirme, handicapée. Elle ne pouvait plus concevoir, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. C'était fini pour elle. Plus jamais d'enfants, le docteur disait. Et mon père dit, écoute, docteur, je ne suis pas en train de chercher des enfants, vous savez. J'en ai déjà 7. C'est l'Afrique. Ce n'était aucun problème au départ. Mais vous savez, en Afrique, en tant qu'entrepreneur, pour avancer, quelquefois, il faut donner des crédits à ses voisins, à ses clients, espérant qu'ils vous payent à la fin du mois. C'était le cas pour ma mère. Mais à sa sortie de l'hôpital, elle était obligée d'aller justement chercher à avoir l'argent qu'on lui devait. Mais en ce moment-là, ce n'était plus la femme forte qu'elle était. Ce n'était plus la femme imposante. Ce n'était plus la femme que tout le monde craignait. C'était celle qu'on appelait une handicapée. Arrivée chez une de personnes précisément, maman dit, bonjour, comment allez-vous? Je suis là pour mon argent. Est-ce que je pourrais l'avoir? La dame dit, hé maman, tu viens chez moi le matin comme ça? C'est la sorcellerie ou quoi? S'il vous plaît. Il ne faut pas déranger les gens comme ça. Tu ne sais pas comment j'ai passé ma nuit. Maman dit, mais quand tu venais chercher mon histoire, tu n'as pas dit toute cette philosophie. Qu'est-ce qui se passe? La maman lui dit, de toute façon, tu n'es qu'une épave. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Voilà pourquoi tu es jalouse. Parce que nous pouvons toujours avoir des enfants. Et toi, tu ne peux pas. Ma maman a été brisée, comme vous pouvez l'imaginer. Elle voulait simplement son argent. Des choses qu'elle avait données à crédit. Une épave incapable de produire, inégale aux autres femmes. À quoi pouvait bien-elle servir? Elle pleurait.
Elle pleurait. Et mon père essayait de la consoler, comme d'habitude. Maman pleurait, elle était détruite. Moi, une épave aujourd'hui. Une femme brave comme moi. Une femme indépendante. On m'appelle épave parce que j'ai besoin de mon argent. Elle priait, elle voulait un autre enfant. Elle était décidée. Elle voulait prouver au monde qu'elle n'était pas une épave. Quelques années plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle dit à mon père, Mwekassa, je crois que je suis enceinte. Mwekassa dit, mais tu ne peux pas être enceinte. Mais ça ne va pas, on doit aller voir le docteur. C'est dangereux pour toi. Mes parents dirent, ok, d'accord, on va dormir ce soir. Demain, on va voir le docteur pour faire l'avortement. Cette soirée-là, maman eut un rêve. Et dans son rêve, il y avait un jeune homme, courageux, brave, à ses côtés. Elle ne comprenait pas qui était cet homme. Maman était au marché en train d'acheter à manger. Et pendant qu'elle achetait à manger, elle se rendit compte qu'elle avait acheté beaucoup de provisions. Elle ne pouvait pas porter ça toute seule. Elle avait donc besoin d'aide. Et ce jeune homme fort l'approcha et dit, bonjour maman, tu as besoin d'aide? Je peux t'aider, tu sais. Il dit, vas-y mon fils, aide-moi. Le jeune homme prit les sachets et commença à marcher avec ma mère. Pendant qu'il marchait, il dit à ma maman, si tu es fatigué, tu peux tenir mon bras et marcher avec moi. Ils marchaient ensemble. Arrivé à la maison, maman dit, merci infiniment, tu peux poser les petits sachets sur la table. Il posa les sachets sur la table et il dit, merci, je dois partir. Et ma mère lui dit, mon garçon, tes parents doivent vraiment être heureux de t'avoir. Mais avant de partir, dis-moi, quel est ton nom? Le jeune homme me regarda et dit, mon nom est Zacharie. Zacharie? Merci Zacharie. Zacharie, c'est moi. Et le monde m'appelle Zach. Maman regarda son mari et dit, Mwekassa, réveille-toi. Je ne ferai plus d'avortement. Mon fils, c'est un garçon, je sais. Il sera brave. Et son nom est Zacharie. Mon père dit, mais non, tu es folle, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le docteur a dit que tu mourras. Tu ne peux pas faire ça. Ma mère dit, mais attends. Mais le docteur a dit que je ne peux pas tomber enceinte. Mais je suis enceinte. Donc le docteur a tort. En tout cas, si vous voulez que je meure, je mourrai avec mon enfant. Elle refusa de faire cet avortement. 7 mois plus tard, j'étais né. Tout noir. Tout... Et quand je dis noir, ça veut dire noir dans le sens où j'étais vraiment noir. J'étais pas la couleur naturelle d'un bébé. J'étais tout noir, vilain. Et je criais, yeah! Je suis venu sur terre en me battant. J'ai réclamé ma place sur terre. Avant moi, il y avait un enfant. Mais cet enfant ne pouvait pas naître. Parce qu'il fallait que je vienne. Ma jeunesse était agréable. Dans une famille, ok, nous n'étions pas riches. Mon père n'avait jamais été riche. Mais nous avions le minimum. La lecture, les études. Pour mon père, c'était l'école où tu quittes ma maison. C'est l'école où tu quittes ma maison. Et on a eu une jeunesse très agréable. Mon frère à moi, Gabi, qui a 3 ans de plus que moi, 3 ans de plus que moi, avait vraiment l'habitude de me perturber. On se prenait beaucoup la tête. Et à un moment donné, je me souviens, un jour, mes amis venaient à la maison pour regarder un film avec moi. Alors Gabi était le genre de personne où maman donnerait à chacun un verre de lait, il prendrait son verre de lait et voudrait mon verre de lait. Et ça partait toujours en bagarre. Ce jour-là, on regardait un film intéressant entre copains. Gabi vint, je ne sais pas où il était, arrivé à la maison. Nous, on était excités, en attente de regarder notre film. Il vient et il prend la télécommande et change de chaîne. Il dit, vous regardez des choses inutiles. Ça, c'est plus intéressant. Et c'était quoi? Des fourmis en train de se... Mais attends, mes gars, ça ne va pas. Pourquoi tu m'embarrasses devant mes amis? Il me pousse. Qu'est-ce que tu vas faire? Que pouvais-je bien faire? Il était plus âgé, plus fort. Alors je partais chez mon père en criant, papa, j'en ai marre, je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. Mon père me dit, je suis fatigué de vos histoires. Zach, est-ce que tu ne peux pas aller faire
joue au football ou va faire de la boxe. Il ne savait pas ce qu'il avait dit, mais il avait sémé une sémence en moi ce jour-là. Ce même jour, je partais chercher un club de boxe. L'objectif n'était pas de battre mon frère, l'objectif était de l'intimider. J'espérais qu'à un moment donné, il serait intimidé. Et effectivement, 1 an plus tard, il a arrêté de m'intimider. Enfin, c'était petit. Toi, tu blagues avec moi. Hein? Si tu blagues avec moi, je vais te rosser, mais il sort. Pourtant, avant, il ne me demandait pas, il sautait sur moi. Mais en ce moment-là, c'était, toi, tu penses que tu es boxeur, hein? Toi, tu penses que tu... Il sort. Ça a marché. C'était mon objectif principal. Mais comme vous le savez, je suis issu d'un pays qui avait des difficultés à l'époque, la guerre et tout le bazar. J'ai grandi ainsi, dans le monde du sport, je me suis musclé l'esprit et le corps. Et à un moment donné, on m'a arrêté à maintes reprises, voulant que j'adhère aux forces armées rebelles pour faire des choses incroyables. Et j'estimais ça complètement incohérent. Et puisque j'avais hérité de ma mère sa façon de s'exprimer, je disais ouvertement, je ne suis pas intéressé à faire votre histoire. Alors je devenais peu à peu comme un résistant. Alors ça devenait dangereux pour moi. En ce moment-là, mes parents ont décidé de m'envoyer en Europe, espérant me donner une opportunité d'études, comme beaucoup de jeunes Africains d'ailleurs. Mais à l'époque, on ne pouvait pas y aller parce que il y avait pas de... les ambassades étaient presque toutes fermées. Alors, il fallait aller quelque part ailleurs pour chercher un visa Schengen pour progresser en Europe, en France précisément. Alors, je me retrouvais dans un pays étranger, anglophone, en attente d'un visa. J'avais quitté mon pays. Je rêvais déjà de mon avenir en France, dans les rues de Champs-Élysées. J'étais coincé dans un pays anglophone. Et je me souviens, une soirée, pendant que je marchais, je rentrais à la maison, 2 personnes surgirent dans le noir, avec des baïonnettes. J'étais tout seul. Et je savais qu'il ne fallait jamais résister. J'avais mon portefeuille et mon passeport. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont pris? Mon passeport. Oui. Le seul passeport avec lequel je pouvais avoir un visa pour aller en Europe était pris. Je ne pouvais donc plus aller en Europe à cause d'eux. J'ai commencé à pleurer. Mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas rester ici. J'ai commencé à pleurer. Mais je ne comprenais pas que c'était une ouverture à autre chose. J'étais coincé dans un pays tout seul, à la merci de la vie, ne sachant pas où aller, que faire. J'ai fait des boulots incroyables. J'ai lavé des voitures. J'ai surveillé des voitures. J'ai été à maintes reprises insulté par des personnes qui ne valaient pas plus que moi. Parce que je faisais des boulots incroyables. Incroyables à l'époque. Mais je ne savais pas que j'étais forgé. J'étais en train d'être forgé à devenir une personne différente. Une personne d'influence. Une personne qui laisse des marques. Les choses mauvaises ou terribles ou douloureuses qui nous arrivent, ne nous arrivent pas toujours pour les mauvaises raisons. Dans ce pays-là, c'est là où je commençais la boxe, professionnellement. Parce que je n'avais pas d'autre issue. C'était la seule façon de pouvoir survivre, de pouvoir payer à manger. Mon père m'envoyait $200 à la fin de chaque mois. Mais que peut-on bien faire avec $200 dans un pays étranger? Pas grand-chose. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon père, papa, je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Je suis assez grand pour me battre. Et je me battais. Mais je savais, nous vivions dans une maison de 2 chambres, à 25. Tous ces jeunes étaient ambitieux, courageux, voulaient se retrouver dans la vie, voulaient faire quelque chose de positif. Mais je savais où je devais être. Ce n'était pas là. Je voulais une vie différente. Malgré les difficultés auxquelles j'étais confronté. Je savais qu'il y avait issue. Tout le monde naît nu, mais personne ne naît démuni. Nous avons chacun une chose, quelque chose de spécial, quelque part en vous. Une chose qui vous sépare de tout le monde. J'étais plus fort quand j'étais plus jeune. J'intimidais presque tous mes amis de l'école. Mais qui peut bien faire de l'argent ou vivre de sa force, je me disais à l'époque. Avez-vous déjà vu un diamant à l'état brut? Il n'a pas l'éclat d'un diamant que vous connaissez. J'étais un diamant à l'état brut. Mais le temps, les difficultés, les souffrances, les revers de la vie ont nettoyé, lustré ce diamant que j'étais.
Je suis devenu champion intercontinental de boxe, sans expérience amateur. Beaucoup font 100 combats, 200 combats amateurs avant de devenir professionnel, ayant toute l'expérience possible. Je n'ai jamais connu ce monde. Je suis entré dans le monde professionnel et j'ai commencé à bombarder ces professionnels. Je connaissais ma direction, je savais ce que je voulais. Je bossais plus dur que tout le monde. Champion intercontinental, imbattu. Je suis parti en Europe signer un gros contrat. On m'a dit, Isaac, le contrat est prêt, mais nous voulons que tu rentres faire un combat. Après ce combat, tu signeras le gros contrat. Je dis, il n'y a pas de souci. Qui peut me battre? Je suis rentré, mais ce moment-là, j'avais complètement négligé les choses qui m'avaient mis à cette place, les choses qui m'avaient bâti, l'entraînement, la sérieuxité. Parce que l'argent coulait à flot, comme un jeune homme de 24 ans à l'époque. Je faisais comme tout le monde, je voulais faire comme tout le monde. Je voulais aller m'amuser, je voulais aller en boîte, je voulais avoir autour de moi des jolies fleurs. Et bien c'était justement là que je commençais à tomber. Mon adversaire était un gars avec un gros ventre. Donc vous savez, nous avons tendance à penser que pour être fort, il faut avoir des gros muscles. Le monsieur avait un gros ventre. Je me disais, mais c'est grave, ça c'est de l'argent facile, emmenez-le. Mais je ne savais pas que c'était le moment qui changerait ma vie aussi. Le monsieur m'avait rossé comme jamais je n'avais été rossé. Et c'était une leçon de vie. Le contrat en Europe. Au revoir. J'ai traversé un moment très difficile en ce moment-là. C'est là que j'ai compris que toute situation que tu rencontres dans la vie est une porte ouverte à une nouvelle réalité. Peu importe ce que c'est, que ce soit la douleur, la peine, vous avez perdu quelque chose. Le moyen principal de votre revenu vous quitte. La personne principale de votre vie vous quitte. Est une porte ouverte à une nouvelle réalité. La vie m'a donné une nouvelle chance. Comme vous l'avez vu, je suis allé dans un terrain complètement étranger pour devenir champion du monde, encore une fois. Chose qui n'avait encore jamais été réalisée par une personne. Champion de boxe, champion de kickboxing. Deux disciplines totalement différentes. C'est l'esprit qui gère tout. C'est l'esprit qui décide où tu vas. 35 ans plus tard, je regarde. Qu'est-ce que je réalise? Cette dame, cette maman, si elle n'avait jamais connu cet accident de voiture, je ne serais jamais là en train de vous parler. Je n'aurais pas inspiré autant de personnes. Je n'aurais pas apporté cette positivité que j'inspire au travers le monde aujourd'hui. 35 ans plus tard, Zach Mwekassa, en plus d'être boxeur professionnel, champion de boxe et de kickboxing, ingénieur de réseau, écrivain, entrepreneur, influenceur. N'est-ce pas une porte ouverte à une nouvelle réalité? Une réalité qui était destinée d'être une réalité de tristesse, mais une réalité qui a totalement changé. Aujourd'hui, je voudrais célébrer ma mère, cette femme autrefois handicapée, parce qu'elle ne l'est plus, qui à travers la douleur qu'elle a connue, j'ai pu connaître cette terre. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.